J'avais une question par rapport aux données, parce que c'est vrai que l'intelligence artificielle, on a parlé beaucoup des algorithmes. Là, on vient de parler à l'instant de cet or, oui, qui se transforme en plomb, parce que c'est vrai qu'on a effectivement beaucoup de données, que c'est assez lourd. Il faut savoir les retravailler. Lionel Janin, dans les travaux que vous faites, dans les recommandations du rapport France Stratégie, vous dites qu'il faut sensibiliser les collaborateurs donc à la valeur des données. Qu'est-ce que vous entendez derrière tout Alors, ça? sur les questions d'intelligence artificielle, les deux points qu'on souhaitait mettre en avant, enfin qu'on a mis en avant dans le rapport qu'on a produit, c'est d'une part, ce que j'évoquais, c'est que les solutions technologiques, les logiciels, sont très largement disponibles en open source. Il faut les adapter derrière pour en faire un usage spécifique, mais les solutions sont très largement partagées, et c'est un choix qui n'avait rien d'évident, mais sur lequel la plupart des acteurs qui développaient ces solutions-là se sont mis d'accord. La communauté a généré ce choix-là, dire, on met nos logiciels en open source, c'est lié au fait que c'est des communautés de geeks dans lesquelles il y a cette tradition-là. Ça me vaut pour TensorFlow de Google ou d'autres solutions, mais pour Scikit-Learn, plein de solutions qui ont été développées même par les chercheurs ont été partagées. Donc il y a plein d'outils qui existent. Mais dès lors qu'il y a plein d'outils qui existent, c'est-à-dire que parce qu'à la fin, ce dont on a besoin pour faire un traitement, c'est un logiciel et puis de données pour l'entraîner, c'est quand même la maîtrise des données. Alors peut-être qu'il y a beaucoup de données qui sont disponibles, mais simplement celles qui sont pertinentes, elles sont quand même largement stockées pour des données de consommation dans les grandes plateformes qui, elles, ont ce contrôle extrêmement fin. Et en plus, elles, comme elles ont le contrôle de l'utilisateur et de sa vie quotidienne, une banque, elle a peut-être ses actions de paiement, mais chacun de ses déplacements, c'est Google, Facebook ou autres qui arrivent à le suivre parce que j'ai mon smartphone allumé en permanence et que je leur communique ces données-là parce qu'ils me donnent des services gratuits en échange de ces données. Eux, ils ont cette capacité à entraîner leurs algorithmes sur ces données-là. Et comme ils ont la capacité à avoir accès aux données, ils ont tout intérêt à ce que les logiciels soient partagés par tout le monde, comme ça ils sont sûrs d'être après level playing field, tous au même niveau côté algorithme, et par contre de pouvoir, eux, extraire de la valeur publicitaire, c'est ce qu'ils font aujourd'hui, à partir des données des utilisateurs. Et je pense que des acteurs, des banques, des acteurs du transport, qui ont pas une grande tradition historique de gérer les données, parce qu'ils géraient d'abord un service, il fallait que les paiements soient assurés de la sécurité, il fallait que les voitures ou les trains roulent. Il y a pas mal de données qui sont utilisables, il faut qu'ils réfléchissent à comment est-ce qu'ils veulent les utiliser, éventuellement les partager avec d'autres, mais si jamais on les partage avec Google ou d'autres, qu'est-ce qu'on récupère bien en échange? Il y a une attention à avoir sur ce sujet-là. Le RGPD, ça peut changer des choses dans ce domaine-là ou ça va rester... Ça va tout changer pour les entreprises, mais est-ce que c'est, je crois que je sais plus si ça a été évoqué, est-ce que c'est un frein ou une avancée? C'est un objet qui sera assez compliqué dans sa mise en œuvre. On a l'espoir que ça puisse se traduire par un plus grand contrôle des données. Est-ce que ce sera le cas en pratique? Enfin, il faudra voir. Ce sera compliqué. Jérémy Lamry puis Christophe Benavent. Alors, ça s'applique à toutes les entreprises. Non, justement sur le sujet, il y a un vrai. J'étais par exemple hier avec les chercheurs, enfin une partie de l'équipe qui travaille sur Watson d'IBM, et IBM commence à utiliser Watson en RH, donc en France. Donc ils ont un objectif de conquérir le marché de la gestion des talents en France avec Watson. Et donc je leur disais, le RGPD va vous faire mal quand même parce qu'il va vous empêcher de bosser. Et la réponse, qui était pour moi assez symptomatique de la pensée américaine, c'est « Ah non, nos serveurs sont aux États-Unis ». Et je vous assure que ça va être un vrai sujet quand il faudra trancher légalement. D'ailleurs, c'est tous les enjeux Privacy Shield aujourd'hui en ce moment. Ça dépendra des entreprises. Les entreprises devront exiger un hébergement des données en Europe et a priori en France, aux Pays-Bas, en Allemagne, qui ont des conditions qui sont parmi les plus exigeantes, qui vont être normalisées par le RGPD. Mais par exemple, dans le RGPD, en Europe, on risque, et je ne dis pas que c'est une mauvaise chose parce que le RGPD est là pour protéger les utilisateurs, le RGPD exige la minimalisation de l'acquisition des données. Autrement dit, ça veut dire qu'on ne récolte que les données dont on a besoin pour le traitement en cours. Et autrement dit, on explique en plus à la personne ce qu'on va faire de ces données. Et donc, je prends l'exemple en RH parce que c'est l'exemple que je connais. Le temps où on se disait « Ah, mais je vais lui demander aussi ça parce que ça pourra me servir pour plus tard », c'est fini ça. Hein. C'est fini. Et magie du RGPD, imaginons que vous êtes RH, vous faites cette fameuse évaluation 360, vous faites passer un test de personnalité, un test de je ne sais pas quoi, un test que soit vous avez développé, que vous avez payé. Vous le proposez au candidat, le candidat fait son test, voit ses résultats,
eh ben, d'après le RGPD, le collaborateur peut décider que vous n'avez pas le droit d'accéder à ces données-là, parce que c'est à lui. Ça me paraît assez logique, mais la conséquence de tout ça, c'est la confiance. L'entreprise va être obligée de recréer très fortement de la confiance avec ses collaborateurs, avec ses candidats, pour qu'il y ait une acceptation de prêt de la donnée. Et ça change. L'Europe est en train de concevoir la donnée comme un objet qu'on peut prêter et reprendre. Aujourd'hui, par exemple, vous avez votre CV. On dit donne-moi un CV. Vous donnez votre CV, et votre CV, vous l'avez toujours. Après, vous avez toujours votre CV que vous pouvez donner à plein d'autres personnes. Dans le principe de la RGPD, l'idée, c'est de se dire, si j'ai donné mon CV à 3 personnes, j'ai donné 3 objets que je peux reprendre. Et ce sera mon CV. Et là, bonjour. Et là, bonjour, parce que derrière, c'est pas pour vous que c'est le plus embêtant, ça va être pour la CNIL. C'est bonjour le boulot. Il y a aussi une chose aussi, je pense, au RGPD, il faut penser à la maturité des gens à avoir eux-mêmes leurs données. Est-ce qu'on est nous-mêmes capables, une fois qu'on nous rend nos données, de savoir ce qu'on doit en faire? C'est un élément important. Bon, la question des données, elle est là depuis longtemps. Le RGPD est là. Les premiers qui se sont adaptés au RGPD sont les GAFA. Donc, portabilité des données, possibilité de contrôle. Ma banque, je ne dirais pas laquelle, me donne aucun moyen. J'ai déjà du mal à récupérer l'intégralité de mes relevés de banque sur une longue période. C'est pas trop possible. Voilà. Je peux faire sur 3 mois, pas plus. Par contre, je peux récupérer absolument tous mes enregistrements téléphoniques, mes interactions avec OK Google, sur mes différents devices chez Google. C'est déjà prêt. Allez voir My Google Analytics. Ils sont prêts, eux. Donc aujourd'hui, il y a un avantage très clairement à eux. Il y a un deuxième aspect auquel on ne prête pas beaucoup attention sur le monde de données qui est en train de se tisser. L'idée de voir les données dans des grands réservoirs qui seraient stockés aux États-Unis ou ailleurs, s'ils ont besoin d'installer des serveurs en Europe, ils les mettront et puis ce n'est pas un problème. Ils les construiront beaucoup plus rapidement que toute la banque réunie et l'assurance. Il n'y a aucun doute. Mais surtout, c'est qu'aujourd'hui, l'idée d'avoir des données dans un endroit, c'est pas que ça a plus de sens, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a des choses qui s'appellent des API. Donc, quand je m'appelle Uber et que je veux récupérer des nouvelles courses, je passe un accord avec Google et j'ai mon petit bouton Uber chez Google. Et c'est Google Maps qui fait mes commandes chez Uber ou qui fait la mise en liaison. Donc, il va falloir s'habituer à un monde où l'écosystème des données, c'est des gens qui ont des données spécialisées, des modes de recueil qui permettent d'avoir de la donnée de qualité et qui vont aller chercher d'autres données complémentaires dans d'autres établissements, d'autres organisations. Et c'est à ce moment-là où on fera les rapprochements de données. Donc on va avoir un paysage qui va être extrêmement mouvant de ce côté-là. Mais il y a une chose qu'on ne va clairement pas empêcher aujourd'hui, on a passé le cap, c'est l'utilisation massive des données pour offrir des services. Simplement ça. Donc l'enjeu, c'est la créativité dans les services. Le grand problème aujourd'hui, on me parle des startups. Moi, ça me fait rire, ce sujet des startups. C'est rien en France. C'est 50 millions de levées de fonds par semaine. C'est 2,5 milliards sur un an. Comment vous voulez faire quand un Uber lève 3 milliards en Arabie Saoudite en une fois, ou qu'on a SoftBank qui vient de mettre 1 milliard toujours oui, qui a un fonds de 100 milliards même. Donc, ouais, fonds de 100 milliards. Quand on regarde le détail, le monde des startups, etc., combien de levées de fonds de plus de 20 millions, ce qui semble être un petit peu le seuil pour pouvoir se déployer à grande échelle, vous pouvez les compter sur une fois tous les 2 ou 3 mois. Donc attention, il ne faut pas se laisser abuser par, je dirais, les discours ambiants, les petites phrases sur Twitter, les choses qui sont prises. Il n'y a pas de révolution technologique. L'innovation, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Et s'il y a valeur, elle est effectivement dans la capacité à produire des nouveaux services à partir de données correctement recueillies et traitées. Et aujourd'hui, l'enjeu, le métier qu'il faut avoir, c'est clairement celui-là. Tiens, un petit mot. On va écouter Laurence de Villers. Si on peut... Excuse-moi Frédéric, je profite juste parce que je pense qu'il y a une chose qu'il ne faut pas confondre quand on parle du RGPD et de données, c'est la différence entre les données et les données personnelles. Oui. Voilà. C'est que le RGPD traite des données personnelles. Autrement dit, toutes les catégories de données qui permettent d'identifier un individu et pas les autres.